Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on explore un sujet qui touche un peu tout le monde. L'hyper-personnalisation. Oui, cette idée que les marques nous connaissent presque mieux que nous-mêmes, c'est ça? Exactement. Le rêve marketing d'offrir le produit parfait au moment parfait. Mais où est la limite, hein? Avant que ça devienne un peu trop intrusif. C'est toute la question. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, pour commencer, l'hyper-personnalisation, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est utiliser toutes les informations disponibles sur un client. Les achats, les clics, ce genre de choses. Oui, voilà, l'historique d'achat, la navigation web, les interactions passées, tout ça pour lui créer une expérience sur mesure. Quasi unique, en fait. C'est l'idée, comme un assistant personnel dédié à chaque client, si on veut. On sort du marketing de masse. D'accord. Et comment ça marche techniquement? Il faut des outils spécifiques, j'imagine. Absolument. Pour faire ça, on collecte des données souvent via des CRM, des plateformes de données clients, les DMP. Ok. Et ensuite, ce sont des algorithmes, souvent avec de l'intelligence artificielle, qui analysent toutes ces données. Pour prédire ce qui pourrait nous plaire ou nous être utile. C'est ça. Et ça permet d'adapter tout en temps réel, les publicités qu'on voit, les offres qu'on reçoit, même le contenu d'un site web. Ah oui, d'accord. Les avantages, ils semblent assez clairs, non? Eh ben, une meilleure expérience client déjà. On se sent compris, on reçoit des suggestions pertinentes. Tout à fait. Ça fluidifie le parcours, ça peut renforcer le lien avec la marque. Et pour l'entreprise, plus de ventes, plus de fidélité. Et un marketing moins à côté de la plaque, j'imagine. On évite de proposer n'importe quoi à n'importe qui. Exactement. Ça peut vraiment être un élément différenciant pour une marque aujourd'hui. Oui, mais c'est là que ça se complique souvent. Ah bah oui. Le risque principal, c'est de franchir cette fameuse ligne jaune. Passer de « ils me comprennent » à « ils m'espionnent La fameuse sensation creepy, comme on dit. Quand une pub semble lire dans nos pensées. ». C'est exactement ça. Et c'est une limite très subjective en plus. Tout à fait. Et puis, il y a les défis techniques. Ce n'est pas si simple à mettre en place, ça demande des technologies, des compétences. Des investissements importants, sans doute. Oui, et il ne faut pas oublier tout l'aspect légal, le respect de la vie privée. Avec des règles comme le RGPD en Europe, c'est crucial. Le consentement, le droit à l'oubli, c'est complexe à gérer. Très. Et il y a aussi ce risque de créer des bulles de filtre. On ne voit plus que ce qui confirme nos goûts, nos opinions. Ça limite la découverte, potentiellement. Oui. Et sur le plan éthique, ça soulève pas mal de questions quand même. Par exemple. Est-ce que le consentement qu'on donne est vraiment éclairé? Quand on clique vite sur « Accepter les cookies », On ne lit pas toujours tout, c'est vrai. voilà. Comment on gère concrètement le droit à l'oubli? Et puis, attention aux algorithmes qui pourraient discriminer. Comment ça? Si les données utilisées reflètent des biais existants dans la société, l'algo peut les reproduire, voire les amplifier. Ah oui, je vois. Ou encore le ciblage de personnes vulnérables. Proposer du crédit facile à quelqu'un qui est déjà endetté, par exemple. C'est limite. Alors comment faire ça bien et de manière éthique? C'est possible? Oui, heureusement. La clé, je pense, c'est vraiment la transparence. Expliquer clairement ce qu'on fait des données. Exactement. Ce qu'on collecte, pourquoi, comment c'est utilisé, et surtout laisser le contrôle à l'utilisateur. Qu'il puisse choisir, paramétrer ses préférences. Voilà. C'est l'idée du privacy by design. Penser à la protection de la vie privée dès le début. Et puis, il faut que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Pour l'utilisateur, pas juste pour la marque. C'est essentiel. Si c'est juste pour servir les intérêts de la marque, ça ne marche pas. Ou ça finit par être rejeté. Est-ce qu'il y a des exemples connus où ça semble plutôt bien fonctionner? Oui, on peut penser aux recommandations de Netflix ou Spotify, Ah oui, les découvertes de la semaine sur Spotify, c'est souvent pertinent. ou les suggestions d'Amazon, basées sur nos achats. Quand c'est bien fait, ça améliore vraiment le service. La plupart des gens le reconnaissent. Et pour le futur, ça va aller encore plus loin. Probablement. On peut imaginer encore plus d'IA conversationnelle, une expérience personnalisée vraiment partout, sur le web, en magasin, dans les apps. Une personnalisation omnicanale, comme on dit. C'est ça, avec des prédictions encore plus fines de nos besoins. Mais du coup, L'éthique devient encore plus centrale. forcément, plus la technologie est puissante, plus la responsabilité est grande. Ça doit devenir un pilier de la stratégie, pas juste une case à cocher. Au final, cette hyper-personnalisation, c'est un peu comme le sel en cuisine, non? C'est une bonne image, oui. Indispensable pour sublimer, mais si on en met trop, Ça gâche tout. L'équilibre est crucial. tout à fait. Il faut toujours se rappeler que derrière les données, il y a des personnes avec leur sensibilité. L'objectif, c'est d'être pertinent sans être effrayant. Utile sans être intrusif. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour chacun d'entre nous. Quelle dose de personnalisation est-on prêt à accepter pour plus de confort, de pertinence? Chacun a sans doute sa propre réponse. Une bonne réflexion à avoir. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode.